Fier ce matin, le monde s'est réveillé différent. Les événements qui se sont déroulés sous le couvert de la nuit dans l'ouest de l'Ukraine ne sont pas simplement devenus un autre bulletin du front, mais un coup de tonnerre dans un ciel bleu, assourdissant les capitales du monde. La frappe russe sur l'aérodrome de Dubno, où selon les informations étaient basés les tant attendus chasseurs américains, les F-16, est devenue le point de non-retour dont les théoriciens parlaient depuis si longtemps. Il ne s'agit pas simplement d'une opération militaire, mais d'un message stratégique qui a changé les règles du jeu. Nous allons assister à la façon dont l'Occident, confronté à la détermination sans précédent de Moscou, s'est retrouvé dans un état de profonde confusion. Nous allons analyser pourquoi la réaction de Washington et de Bruxelles a été si prudente et comment cette frappe brise toute l'architecture de l'aide occidentale à Kiev, transformant la supériorité technologique en mythe. C'est l'histoire de la façon dont, en une seule nuit, une page de la confrontation mondiale a été tournée et un nouveau chapitre, beaucoup plus dangereux, s'est ouvert. L'annonce faite tôt le matin du 19 octobre par des sources anonymes concernant l'aérodrome ukrainien de Dubno, situé dans la région de Rivne, a choqué même les analystes militaires et politiques les plus endurcis. L'Europe, qui hier encore était convaincue du renforcement progressif du soutien à l'Ukraine, s'est soudainement et sans prévenir retrouvée au bord de la catastrophe, si l'on en croit les premières données fragmentaires, mais non moins effrayantes, qui ont commencé à filtrer dans l'espace informationnel. Ce qui s'est passé ne correspondait pas à un incident habituel ou à une autre incursion tactique. Cet événement a été immédiatement qualifié de point de non-retour déclaré unilatéralement, qui a modifié le cours et la dynamique de la confrontation mondiale en quelques heures. La contre-attaque massive russe, dont on a beaucoup parlé de la possibilité, mais à laquelle peu croyaient, a été une douche froide pour le haut commandement de l'Alliance Nord-Atlantique. Elle a démontré avec une clarté impitoyable non seulement la détermination sans précédent du Kremlin, mais aussi la présence de capacités que l'Occident semblait avoir oubliées. L'annonce de la destruction quasi totale des précieux chasseurs américains F-16, dont le transfert à Kiev avait été orchestré avec une telle pompe, ainsi que des chasseurs MiG-29 modernisés, qui constituaient l'épine dorsale des forces aériennes ukrainiennes, a fait le tour des principaux médias mondiaux avec une rapidité fulgurante. Il ne s'agissait pas simplement d'une frappe ciblée sur un parking d'avion. Selon un certain nombre de sources, tant russes qu'occidentales, il s'agissait d'une opération complexe à plusieurs niveaux et soigneusement planifiée, dont l'objectif principal et final était la neutralisation complète et sans condition de ce nœud aérospatial clé. Jusqu'à présent, les cercles d'experts et les réseaux sociaux sont le théâtre de querelles acharnées sur le nombre exact d'avions de combat détruits et endommagés. Différents chiffres sont avancés, diverses hypothèses sont émises. Cependant, même les estimations les plus modestes font état de pertes catastrophiques pour l'aviation ukrainienne. Cependant, les images satellites, qui ont commencé à être massivement diffusées sur Internet quelques heures seulement après l'attaque, si elles sont réellement authentiques, servent de confirmation terrifiante et irréfutable de l'ampleur de la catastrophe qui s'est produite. On y voit d'énormes cratères, des hangars rasés et des restes d'équipements en train de brûler. Plusieurs sources faisant autorité, notamment les principales agences de presse de géopresse russe et un certain nombre de centres d'analyse occidentaux indépendants spécialisés dans le renseignement militaire en source ouverte, ont été contraintes de confirmer l'ampleur colossale des destructions. Leurs rapports utilisent des termes tels que défaite opérationnelle, défaite stratégique et démonstration de force, qui a été conçu pour être perçu dans les capitales de l'OTAN de manière extrêmement claire et sans ambiguïté. Le monde, semblait-il, s'est figé dans une attente anxieuse de la suite des événements. Comprenant instinctivement que l'ancien ordre des choses relativement prévisible, dans lequel l'Occident pouvait fournir des armes par dose sans craindre une réponse directe, n'existait plus. Le sort des futures livraisons d'armes occidentales, et en premier lieu de l'aviation ainsi que l'avenir de l'ensemble du conflit ukrainien, ne tiennent plus qu'à un fil. Chaque nouveau message détaillant la frappe ne fait qu'ajouter des couleurs sombres et sombres au caractère dramatique d'un tableau déjà extrêmement tendu.
Certains experts occidentaux influents ont déjà surnommé ce qui s'est passé le choc de Dubno, car il démontre avec une évidence totale que ces fameuses lignes rouges, dont on a tant et si longtemps parlé sur toutes les plateformes diplomatiques, n'ont pas seulement été touchées, mais résolument et absolument franchies, et les conséquences de cette démarche audacieuse pourraient être totalement imprévisibles. Cet événement, indépendamment du moment et de l'ampleur de la confirmation finale de tous ces détails, a déjà tourné la page de l'histoire récente de la confrontation militaire de manière irréversible. Il a ouvert un nouveau chapitre beaucoup plus sombre et dangereux. Selon les informations, l'attaque contre l'aérodrome de Dubno n'était pas une réponse spontanée, mais une opération planifiée à l'avance et coordonnée de manière sans précédent. La géographie des frappes, à en juger partout, englobait non seulement l'aérodrome lui-même, mais aussi les zones importantes qui le jouent tant. Les cibles étaient les nœuds logistiques, les entrepôts et les points de déploiement temporaire des systèmes de défense aérienne situés dans les régions de Rivne et de Volyn voisines. Il s'agissait d'une opération sur un large front visant à aveugler et à paralyser l'ennemi. Selon des données préliminaires, mais très fiables, cette opération complexe a impliqué non seulement des missiles de croisière à longue portée basés en mer et dans les airs, tels que le calibre IHA-101, mais aussi les tout derniers systèmes hypersoniques Kinjal, dont l'interception est considérée comme pratiquement impossible pour les systèmes de défense aérienne existants. En outre, selon certaines versions, des drones d'attaque kamikaze Gérant 2 ont été utilisés pour la première vague d'attaque. Leur tâche était de percer les défenses échelonnées et de supprimer les systèmes de missiles anti-aériens de l'ennemi, ouvrant ainsi la voie au principal groupe d'attaque de missiles. Des témoins locaux, dont les témoignages ont commencé à apparaître en ligne, font état d'une attaque instantanée et stupéfiante d'une force sans précédent. Selon eux, de nombreuses explosions puissantes, les unes après les autres, ont illuminé le ciel nocturne, perturbant la tranquillité des villes et des villages paisibles dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres. Les cibles des missiles russes n'étaient pas seulement les abris en béton armé pour les avions et les pistes d'atterrissage. Selon certaines sources informées, des frappes ont également été menées sur des entrepôts de carburant et de lubrifiants, sans lesquels le fonctionnement de l'aviation est impossible. Sur les centres de contrôle des vols, sur les hangars de réparation où du matériel pouvait se trouver en maintenance, ainsi que sur les stations de détection radar situées dans les environs, qui devaient assurer la couverture de l'aérodrome. Cette frappe était-elle un hasard ? Un heureux concours de circonstances, ou s'agit-il d'une nouvelle stratégie froide et calculatrice du commandement russe ? De nombreux analystes penchent pour la deuxième option. Ils affirment que l'un des objectifs clés pourrait également être un nœud ferroviaire d'une importance capitale pour la logistique des forces armées ukrainiennes, par lequel transitaient les équipements militaires et les munitions occidentaux. Selon des données non confirmées provenant des cercles du renseignement, les forces spéciales russes ont peut-être également participé à l'opération en effectuant des actes de sabotage sur des infrastructures ou en effectuant des reconnaissances supplémentaires et en désignant des cibles pour les armes de haute précision en temps réel. À Dubno même, selon les premières estimations préliminaires prudentes, au moins 4 chasseurs F-16 qui n'avaient été livrés que récemment par les États-Unis et jusqu'à 5 chasseurs MiG-29 ukrainiens modernisés ont été complètement détruits ou ont subi des dommages critiques. Toutefois, comme le soulignent les experts, le nombre exact de pertes irréversibles pourrait être beaucoup plus élevé. Étant donné que de nombreux avions pouvaient se trouver dans des hangars capitaux, il n'est pas encore possible de déterminer le degré de destruction à partir des images satellites. Ces chiffres, s'ils sont confirmés dans un avenir proche, ne signifient pas seulement des pertes importantes, mais une défaite opérationnelle complète pour les forces aériennes ukrainiennes et l'effondrement des efforts occidentaux de plusieurs mois pour les restaurer. Les frappes ont été menées avec une précision si chirurgicale que, selon des témoins oculaires, certaines cibles militaires ont été touchées avec un minimum de dommages collatéraux pour les infrastructures civiles environnantes. Cela indique, à son tour, un niveau extrêmement élevé de préparation du renseignement
qui a précédé la frappe et une précision extrême du guidage des armes russes. Les informations apparues presque immédiatement après les frappes concernant des perturbations à grande échelle dans le fonctionnement des réseaux électriques dans cette région peuvent également témoigner de la complexité de l'opération visant à la désorganisation complète et à la paralysie de l'infrastructure de l'ennemi dans cette zone. Certaines sources affirment que les cibles étaient également des entrepôts contenant des armes occidentales d'importance stratégique, notamment des munitions d'artillerie et des missiles pour les systèmes HIMARS. Les frappes de missiles tactiques opérationnels Iskander visaient probablement à frapper des bunkers souterrains et des postes de commandement bien fortifiés. La partie russe, à sa manière habituelle, s'abstient pour l'instant de tout commentaire officiel détaillé. Toutefois, les déclarations générales faites par les représentants du gouvernement indiquent sans ambiguïté que toutes les tâches fixées ont été menées à bien. La principale question reste ouverte. S'agissait-il simplement d'une réponse dure aux actions précédentes de la partie ukrainienne ou sommes-nous témoins du début d'une nouvelle phase beaucoup plus agressive du conflit, visant à la destruction complète et méthodique du potentiel militaire de l'ennemi ? Moscou, tout en conservant une certaine retenue dans la publication de détails et de preuves concrètes, a clairement fait connaître sa position. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, commentant pour les journalistes l'annonce de la frappe, a déclaré sèchement que l'opération militaire spéciale se poursuit en stricte conformité avec les objectifs fixés précédemment et que la Fédération de Russie dispose de tout le potentiel nécessaire pour assurer inconditionnellement sa sécurité nationale et protéger ses intérêts stratégiques. Un certain nombre de politologues et d'analystes proches des cercles du pouvoir russe ont immédiatement interprété cette déclaration comme un signal du début d'une nouvelle phase dont l'objectif principal sera de priver l'ennemi de ses principaux moyens de mener une guerre moderne, en premier lieu l'aviation, les missiles à longue portée et les systèmes de défense aérienne. Certains commentateurs militaires russes affirment directement que cette frappe n'est pas tant un succès tactique qu'une démonstration de détermination inébranlable. C'est un signal clair et sans ambiguïté à l'Occident de l'inutilité totale d'une nouvelle escalade et de l'inutilité des livraisons à Kiev de systèmes d'armes de plus en plus complexes et coûteux. Il ne s'agit pas simplement d'une réponse, il s'agit d'une mesure préventive qui montre que toute tentative de menacer notre sécurité sera réprimée de la manière la plus dure, où que se trouvent les sources de cette menace, a déclaré l'un des principaux politologues russes lors d'une émission de grande écoute sur une chaîne de télévision fédérale sans préciser intentionnellement les objectifs qu'il visait. Selon des informations qui ont filtré dans les médias à l'issue d'une réunion à huis clos au sein du ministère, le ministre russe de la Défense, le général d'armée Sergueï Shoïgu, a souligné l'importance d'appliquer des réponses asymétriques aux défis et aux menaces croissants émanant des alliances militaires agressives. Selon de nombreux commentateurs militaires, ce qui s'est passé à Dubno est cette même asymétrie en action dont on a tant parlé auparavant. Une frappe portée à l'endroit le plus vulnérable et le plus sensible pour l'ennemi au moment le plus inattendu pour lui. Ces déclarations, bien que de nature générale, contrastent fortement avec la confusion, la perplexité et l'extrême prudence manifestes dans les évaluations qui émanent des capitales occidentales. Moscou, semble-t-il, transmet intentionnellement au monde entier une image de confiance en ses forces et de volonté de poursuivre des actions décisives, tandis que la partie adverse et ses conservateurs occidentaux commencent seulement à prendre pleinement conscience de l'ampleur réelle de ce qui s'est passé. Il est important de noter que toutes ces déclarations et évaluations ne peuvent pas encore être vérifiées auprès de sources indépendantes et la Russie elle-même n'a pas encore publié de vidéos ou de photos officielles confirmant l'ampleur des destructions sur l'aérodrome de Dubno, se limitant à des formulations générales sur le succès du travail de combat et la défaite des objectifs militaires désignés. Toutefois, le ton et les formulations choisies témoignent de la grande importance que le Kremlin accorde à ce qui s'est passé et de sa volonté de mener à bien ce qui a été entrepris. Et la question reste ouverte, s'agit-il d'un épisode bruyant mais isolé ou est-ce le signe avant-coureur d'une nouvelle étape qualitative de la confrontation
dans laquelle les lignes rouges, pour l'une des parties, se sont définitivement effacées. La réaction de l'Occident n'a pas tardé à se faire sentir, mais elle a été, de l'avis unanime de la plupart des experts, étonnamment désemparée et irrésolue. L'expression « la ligne rouge a été franchie », du moins c'est ainsi que les médias occidentaux l'appellent, a été répétée à l'envi, de CNN à la BBC. Les hauts représentants de l'OTAN, qui avaient de garder un silence de mort dans les premières heures qui ont suivi la frappe, ont rapidement fait une série de déclarations pleines de condamnations fermes et d'une inquiétude mal dissimulée. S'exprimant lors d'un briefing convoqué en urgence à Bruxelles, le secrétaire général de l'Alliance Nord-Atlantique a qualifié la frappe de Dubno d'acte d'escalade sans précédent et a promis une réponse résolue et coordonnée sans toutefois préciser ni la nature ni le calendrier de cette réponse. À Washington, où s'est tenue une réunion d'urgence à la Maison-Blanche sous la présidence du président Trump, le ton a été nettement plus prudent. Bien que la Maison-Blanche ait officiellement condamné l'attaque russe, soulignant qu'elle déstabilisait la situation dans la région et sapait les fondements de la sécurité internationale, aucune menace directe d'intervention militaire immédiate ou de réponse par la force n'a été émise. Au lieu de cela, selon des sources au sein de l'administration américaine, la réunion a porté sur de nouvelles sanctions économiques encore plus sévères et sur un éventuel renforcement de l'aide militaire à l'Ukraine, mais avec une réserve importante, plus de composantes aériennes coûteuses. Certains représentants de l'administration Trump, connus pour leur scepticisme quant au niveau d'implication des États-Unis dans les conflits européens, se sont même permis de laisser entendre lors de conversations avec des journalistes que cet incident démontre clairement l'incapacité des partenaires européens de l'OTAN à assurer leur propre sécurité et leur dépendance à la puissance militaire américaine. Il est désormais impossible de se taire, ont déclaré d'une seule voix les responsables de l'Union européenne, mais leurs déclarations ressemblaient davantage à des appels désespérés à la désescalade et au dialogue qu'à de véritables menaces à l'encontre de Moscou. Les principaux acteurs européens, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, ont exprimé leur profonde inquiétude et ont exigé une enquête internationale urgente sous l'égide de l'ONU, ce qui, pour de nombreux observateurs, est un signe clair de leur réticence à s'engager directement dans une confrontation avec la Russie. Dans son discours, le ministre allemand de la Défense a de fait reconnu que la destruction des chasseurs F-16 sur le territoire ukrainien crée de tout nouveaux défis pour l'ensemble du système de planification de la défense en Europe et remet en question l'efficacité des systèmes de défense aérienne occidentaux. Dans leur déclaration publique, les politiciens français ont mis l'accent sur la nécessité d'élaborer une réponse unie et ferme de l'Union européenne, mais le contenu de cette réponse hypothétique est resté vague et indéterminé. Le gouvernement britannique, quant à lui, a annoncé la convocation d'une réunion d'urgence des dirigeants des pays du G7 pour discuter de la crise qui a éclaté. Dans le même temps, les analystes occidentaux discutent activement dans la presse et à la télévision du dilemme auquel sont confrontés leurs dirigeants. Ils peuvent menacer de nouvelles sanctions, mais ces sanctions seront-elles capables d'arrêter l'escalade si même la destruction d'avions occidentaux modernes, pilotés par des Ukrainiens, n'a pas conduit à une réponse militaire immédiate et dure ? Beaucoup notent que malgré toute la rhétorique bruyante et belliqueuse, la crainte d'un affrontement militaire direct avec une puissance nucléaire telle que la Russie reste un facteur dominant dans la politique occidentale. Et cette frappe douloureuse à Dubno n'a fait que renforcer ces craintes, montrant que Moscou est prêt à relever les enjeux. Cette frappe était-elle une erreur stratégique de la Russie qui soudra l'Occident, ou s'agissait-il d'un nouveau pas émat qui a contraint l'Occident, la mort dans l'âme, à accepter une nouvelle réalité désagréable pour lui ? Les conséquences de cette frappe dévastatrice, si toutes les données confirmées s'avèrent exactes, ne sont pas simplement graves, elles sont le fondement de la formation d'une nouvelle doctrine militaire et d'une nouvelle réalité sur le continent européen. Cette frappe a été cette douche froide pour le commandement de l'OTAN, qui l'oblige à revoir d'urgence non seulement sa stratégie de livraison d'armes à Kiev,
mais aussi le concept même de sécurité aérienne de l'Alliance à ses frontières orientales. La destruction au sol de plusieurs chasseurs coûteux de fabrication occidentale, même s'il ne s'agit que de la première partie, est une preuve directe et incontestable de la vulnérabilité des systèmes occidentaux les plus avancés face aux moyens de destruction russes modernes. Selon de nombreux spécialistes, le scénario de la guerre change sous nos yeux. Il ne s'agit plus seulement de soutenir les opérations au sol à l'aide de l'artillerie et des blindés, mais aussi de la capacité fondamentale à défendre efficacement son propre espace aérien, même loin derrière les lignes ennemies. Le moral des troupes ukrainiennes, qui était déjà mis à mal par le conflit prolongé et le manque chronique de ressources, risque de subir un préjudice colossal, voire irréparable. La perte d'aérodromes clés et d'avions de combat de pointe remet en question non seulement la possibilité de mener des opérations défensives actives, mais aussi tout espoir, même illusoire, d'une quelconque contre-offensive dans un avenir prévisible. Il ne s'agissait pas simplement d'une frappe tactique, mais d'une frappe profondément stratégique, une démonstration que l'Occident n'est pas en mesure de garantir la sécurité de ses propres livraisons. De nouveaux défis extrêmement lourds pèsent désormais sur l'ensemble du système de logistique et d'approvisionnement des forces armées ukrainiennes. Si l'aérodrome de Dubno, qui était considéré comme un nœud clé pour la réception des chasseurs et d'autres types d'armements, est désormais inutilisable, cela signifie que toutes les chaînes d'approvisionnement devront être reconstruites en urgence. Cela entraînera inévitablement des retards importants, une augmentation colossale des dépenses et une charge encore plus importante sur l'infrastructure de transport déjà surchargée de l'Ukraine. L'Occident pourrait même devoir envisager d'utiliser des aérodromes sur le territoire de la Pologne ou de la Roumanie, ce qui, à son tour, comporte des risques colossaux et des menaces directes d'une nouvelle escalade du conflit jusqu'à un affrontement direct entre l'OTAN et la Russie. Les experts estiment qu'avec cette frappe, la Russie ne cherche pas simplement à priver l'Ukraine de sa couverture aérienne, mais aussi à démontrer clairement l'inefficacité totale de toute livraison militaire occidentale, visant à modifier l'équilibre stratégique des forces. Il ne s'agit pas simplement de la destruction de matériel coûteux. Il s'agit de la destruction de la confiance de l'Occident en sa supériorité technologique et militaire incontestée. Cette frappe sera-t-elle l'occasion d'une révision complète de l'ensemble de l'aide militaire occidentale à l'Ukraine ou, au contraire, ne fera-t-elle que renforcer le désir de répondre à ce défi audacieux, intensifiant ainsi encore l'escalade? Cependant, une chose est claire, ce n'est que le début d'une nouvelle phase du conflit beaucoup plus dangereuse et imprévisible. La Russie a clairement indiqué qu'elle était prête à aller jusqu'au bout sans s'arrêter devant la destruction de toute menace à sa sécurité, quelle que soit son origine. La contre-attaque massive contre l'aérodrome de Dubno n'est pas simplement un succès tactique des armes russes, il s'agit d'un avertissement stratégique adressé bien au-delà des frontières de l'Ukraine, à Bruxelles, Washington et d'autres capitales occidentales. Si auparavant, les soi-disant lignes rouges n'étaient que le sujet de débats diplomatiques et de spéculations politiques sans fin, elles sont désormais devenues une dure réalité délimitée par le feu et la destruction sur la terre. Pour le Kremlin, cette mesure, semble-t-il, est un acte d'autodéfense, une démonstration que sa patience stratégique est arrivée à son terme. Et désormais, toute nouvelle tentative de soutien à l'ennemi sera perçue comme une participation directe au conflit, ce qui entraînera les conséquences les plus graves. Les experts en stratégie militaire se demandent déjà avec inquiétude quel sera le prochain objectif. S'agira-t-il d'une nouvelle base d'approvisionnement importante sur le territoire de l'Europe de l'Est, ou les cibles pourraient-elles être les soi-disant centres de décision situés au cœur du continent européen? La direction russe, à en juger par ses dernières actions et déclarations, ne semble plus vouloir se limiter à un quelconque cadre antérieur, et le monde entier retient son souffle dans l'attente anxieuse de la prochaine étape. L'air est littéralement imprégné de tension, et chaque nouveau bulletin d'information devient le signe avant-coureur d'un éventuel cataclysme mondial. Si aujourd'hui tous les messages parlent de Dubno,
Qui peut garantir que demain, ils ne concerneront pas le cœur même de l'Europe, modifiant non seulement la carte politique de la région, mais aussi tout l'ordre mondial établi? Il ne s'agit plus depuis longtemps d'un simple conflit à l'échelle locale. Il s'agit d'une confrontation mondiale où les enjeux augmentent de jour en jour. Et toute évaluation erronée de la situation ou toute erreur peut entraîner des conséquences véritablement catastrophiques pour l'ensemble de l'humanité. Votre voix, vos opinions sont extrêmement importantes pour nous dans la tentative de créer une image complète et objective de ce qui se passe. Dans un contexte de flux d'informations incessant et de déclarations souvent directement contradictoires des deux côtés, une analyse indépendante et pondérée devient non pas un luxe, mais une nécessité vitale. Notre chaîne existe uniquement grâce à votre soutien, à votre intérêt sincère pour les faits et à votre volonté d'un dialogue réfléchi et constructif. Si vous pensez qu'il est important dans le monde moderne de recevoir des informations sans filtres idéologiques, de voir différents points de vue, parfois polaires, et d'analyser les événements sur la base des données ouvertes disponibles, alors votre activité est une contribution inestimable à notre cause commune. Soutenez-nous avec un like si vous appréciez nos efforts pour collecter et analyser des informations aussi complexes et multiformes. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, recherchent une analyse approfondie plutôt que de courir après des titres superficiels et tapageurs. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser votre commentaire sous cette vidéo. Vos questions, opinions et ajouts rendent cette discussion vraiment vivante, multiforme et utile pour nous tous. C'est ainsi que tous ensemble, nous construisons une image réelle et non imposée de l'extérieur qui se passe, ce qui peut nous aider à comprendre ce monde en évolution rapide et imprévisible. Ce document est présenté à des fins d'information et d'analyse uniquement et ne représente pas la position officielle d'une partie au conflit. Toutes les informations qui y sont contenues sont basées sur des sources ouvertes, notamment des informations provenant de médias et des commentaires d'experts indépendants. L'objectif de cette analyse est de discuter et de comprendre la situation actuelle et non d'affirmer des faits définitifs et incontestables. Nous nous efforçons de rendre compte des événements de la manière la plus objective possible sur la base des informations disponibles à ce jour.